Gladiator 2 a été le film le plus casse-gueule de 2024, car passé après ça, il y avait 1000 façons de se foirer. Comme toujours, on va faire le tour du film de manière chronologique, et on s'arrêtera sur les sous-lectures qui sont surtout présentes au début. Ce que j'adore chez Ridley Scott, c'est tous les détails qu'il apporte au premier plan de ses films. Ici dans Gladiator premier du nom, cette main dans les champs de blé annonçait un homme qui veille sur ce qu'il a créé. Pour Gladiator 2, nous aurons également une main, mais cette fois-ci dans du blé déjà récolté. Comme une sorte d'héritage reçu, car il est celui qui profite de la récolte. Normal, il est présenté comme l'héritier de Maximus. Puis deuxième plan, présentant notre perso principal. Et là, changement particulier, car les valeurs de plan sont bien différentes. Dans le premier, on présentait le sujet principal qui est Maximus, alors qu'ici, le décor est tout aussi important que notre héros. Directement, on comprend ici que notre héros ne sera pas central, contrairement au premier film. Et on retrouve aussi ça dans les affiches avec cette mode où on empile les têtes, contrairement au premier où Maximus était toujours seul. Bon, premier comparaison avec le premier, je vais en faire le minimum et je vais pas trop vous ennuyer avec mes analyses. Dernière chose promis, c'est qu'on voit ici qu'il regarde vers la droite pensif. On y voit les tours derrière ainsi que le blé à ses pieds, comme s'il était attiré par son destin se situant à droite. Qui est aussi à sa gauche du coup, mais c'est à droite du cadre, bon. Puis sa femme l'appelle et il tourne la tête à gauche. Elle est celle qui l'empêche d'avancer vers son destin. Dans le cinéma occidental, comme on lit de gauche à droite, bien le futur et le bien se trouveront généralement côté droit, tandis que le mal ou le passé sera côté gauche. Si on reprend Gladiator, on voit bien ici qu'il regarde à droite pensif juste avant la bataille, tandis qu'ici, sa famille se trouve à sa gauche. Plan suivant dans Gladiator 2, nous avons la confirmation de tout ça, car sa femme sera entre les deux draps blancs. Comme si elle était une parenthèse entre les deux histoires importantes de sa vie. Lorsqu'il était enfant dans le 1, avant qu'il ne doive s'enfuir, puis tout ce qui se passe dans Gladiator 2, après la mort de sa femme. 2 pages blanches qui restent à écrire car il a oublié une grande partie de son passé qui est à gauche et de son destin qui est à droite. D'ailleurs, tu captes qu'elle est tournée vers son passé et non son avenir. Après voilà, cette règle gauche-droite, elle existe, mais pas vraiment, mais c'est souvent utilisé comme ça. Plan suivant, après, promis, j'arrête, on ressent bien ici que son passé et sa vie avec sa femme le retiennent, alors qu'il est tourné vers son futur au fond à droite. Et attends. Y a vraiment personne pour aider ce mouton là? Personne voit qu'il galère? Puis ils sont interrompus car les feux d'Amandine sont allumés. Franchement, jusque là, je suis chaud, ça sent bon, puis à la suite de la bataille, sa femme meurt méga vite. Et lui, c'est dur, mais on passe vite à autre chose. Pas le temps de niaiser, t'en trouveras une autre. Et là je me suis dit, tiens, ils vont sûrement faire comme dans Braveheart pour que la mort de sa femme soit une source de motivation. Sauf que concrètement, là, on s'en fout. Elle a eu genre 2 lignes de dialogue et on est qu'à la 15e minute. Dans Braveheart, on comprenait le déchirement de notre héros car on avait appris à les connaître. La mort de sa femme arrive que au bout d'1 heure de film, pas 15 minutes. Et c'est déjà là au tout début que tu comprends les 2 gros défauts du film, son perso principal et le fait que ça mérite vraiment une version longue. Direct, il n'y a pas le temps, on enchaîne sur le brûlage des victimes avec Mr. Pedro Pascal, qui, sans dire un mot en fait, nous bouscule. C'est lui qu'on aurait dû avoir comme perso principal. Juste avec ce plan, je suis aussi hypé que je ne l'étais avec Maximus. Dans ma vidéo sur le 1, il y avait une partie que j'ai supprimée car je critiquais le fait d'avoir choisi cet acteur. Le 2 était pas encore sorti, alors bon, j'avais pas trop voulu m'avancer, mais quand on compare les filmos des 2 acteurs, tu captes un peu le problème. Et encore, là aussi c'est une généralité, parce que le premier rôle de Hugh Jackman, c'était Wolverine dans X-Men 1. Mais ici, je sais pas vous, mais le perso principal, franchement, je peux pas. Surtout au début du film, j'ai remarqué. Vers la fin, ça commence à aller mieux, mais tout le début... Déjà qu'il est pas loquace, mais en plus il a cette tête de défoncé H24, je sais pas comment il fait. Tu sais, on dirait les mecs qui traînent devant le biomarket de Montreuil. Faudrait lui dire qu'avec le chocolat, le tabac n'est pas seulement accessoire. Bref, sa femme est dead et il part en galère pour Rome. Au propre comme au figuré. Et c'est là qu'on nous présente l'autre grande stature du film, Denzel Washington, qui a l'air d'être le seul à s'éclater sur le tournage. Et il volera lui aussi la vedette à tout le monde. En fait, c'est pas étonnant car Ridley Scott est un réal qui dirige très peu ses acteurs, donc pour quelqu'un comme Denzel, c'est l'éclate car il peut improviser tout le temps. Alors qu'un acteur sans expérience sera potentiellement perdu et il saura pas trop quoi faire. Et je pense que c'est là le problème. Encore une fois, on enchaîne bien vite certaines choses et non, franchement, c'est directement ici où je me suis dit non mais il faut une version longue là. J'ai même pas retenu ta voix toi, alors comment je peux avoir de l'émotion due à ta perte ? Oui, je sais, dans le 1, elle parlait même pas, mais vu que Maximus en parle avec tellement de joie et d'amour et qu'ensuite on voit son fils se prendre le cheval, et qu'ici on ne montre que l'acteur et non les victimes, l'émotion est là, car on se raccroche à notre perso qu'on a appris à aimer et à respecter, on n'a pas envie qu'il souffre, donc on souffre avec lui. Et puis lui, il continue sa vie au final. Il souffre mais n'est pas en demande de suicide comme Maximus. Parce que souvenez-vous, il a enterré sa famille et ensuite s'est laissé mourir à côté.
Conclusion, si toi je te connais pas et que en plus le film passe vite à autre chose, et ben moi aussi, hein. Puis premier Colisée. Alors là, vraiment trop deg pour lui, j'étais sûr que ça allait être un maître padawan, tu vois, il bougeait pas, j'attendais ce moment du genre je fais corps avec la force et la force est avec moi, tu vois. Et en fait non, du tout. Alors pas du tout. Non, parce qu'il fallait regarder la règle du black qui meurt en premier. Ah oui, non, mais c'est vrai que sa femme, elle y est passée d'abord. Il y a débat. Et on combat des singes en FX. Bon, et il devient favori après juste un combat contre des singes. Après, il y a aussi un 1v1 ici, avec une tentative de refaire le monologue, qui était un grand classique dans le 1, mais c'est un peu un échec. Et c'est là qu'on capte un autre problème, c'est celui des emplacements caméra qui, je ne sais pas trop pourquoi, sont toujours loin. Si la première heure a ses défauts, je trouve qu'encore ça va parce que les combats sont vraiment bien faits, celui avec les singes est vraiment cool. Ça reste très bon. Mais ensuite, tout comme pour le monologue, nous aurons toujours la caméra filmant l'action, mais de loin. Alors que dans le premier, c'était souvent caméra à l'épaule, très proche de notre acteur, et peu de plans larges, car ils étaient limités par les FX de l'époque. Là, je ne sais pas pourquoi, mais la caméra sera toujours loin, ce qui déjà casse un peu l'action et le rythme, mais surtout dessert notre perso principal. Car nous sommes rarement de son point de vue, et plus souvent en fait de celui de Denzel. C'est aussi à cause de ce genre de détails que notre perso principal, n'en est pas vraiment un. Et j'ai aussi le sentiment d'avoir des dialogues moins intelligents que dans le 1. On nous expliquera plusieurs fois que la révolution qu'avait initiée Maximus avait échoué, mais on ne nous expliquera jamais comment et pourquoi. Ce qui donne le sentiment d'avoir un héros qui emprunte exactement le même chemin, mais avec cette fois les frères Guetta qui sont totalement lunaires avec leur soirée Sodomize Me. Et on y reviendra concernant le complot. Mais là où Maximus montrait qu'il était un meneur d'hommes par ses stratégies au combat, ici en fait on voit juste qu'il est prêt à tout pour survivre. C'est différent quand même. Et là où nous avions de longues phases de dialogue sur la politique, sur comment va Rome et le peuple, notamment la situation économique, ici ça reste beaucoup plus simple. Trop simple pour un film s'appelant Gladiator. Jamais on ne parle du projet de liberté de Rome, jamais on ne parle de forces politiques adverses ou des problèmes précis que subit Rome. On dirait qu'en fait, vu que les problèmes sont exactement les mêmes que dans le 1, le réal il s'est dit, on a déjà tout dit dans le 1, vu que c'est les mêmes problèmes dans le 2, il n'y a pas besoin de s'étaler dessus. Tu vois, déjà c'est encore un autre problème. Je m'appelle Ravi, je suis médecin. Ravi de vous connaître. Puis on se fait un petit colisée au calme, sous l'eau, sûrement une des plus belles batailles, mais trop courte. Du coup, des requins dans le colisée, on en parle ou pas? Non mais de toute façon, c'est pas historiquement accurate, le 1 c'était pareil, donc c'est pas un élément qu'on va prendre en compte. Concrètement, je trouve que les scènes d'action restent ce qui a été fait de mieux. J'aurais aimé un poil plus rapide au montage, mais bon, c'est du chipotage. Ça fait du bien de revoir des scènes d'action péplum avec des effets spéciaux de qualité et de bons et beaux plans. Comme c'est pas très rythmé, tout est bien lisible et perso ça me fait du bien. Non, franchement, les scènes d'action sont super, moi je m'éclate là-dessus. Regarde-moi ça, il y avait pas d'hommes déconstruits à l'époque là, c'était des bêtes. Double épée cimérienne plus 8 qui boit les âmes. Des vrais bonhommes. Bon, sinon passons à autre chose. Elle. Qu'on peut aussi écrire elle, comme ça, parce que franchement, honnêtement, je sais pas pourquoi elle est revenue. Elle passait son temps à chialer dans le 1. Et là, c'est la même. Sauf que maintenant, on lui a retiré tellement de peau du visage qu'on a pu en faire un sac à main. Je crois que je parlais un peu fort là, non? Je parlais un peu fort au micro, non? Je vais pas m'étaler dessus, pour moi elle a trop pris d'importance, c'est dans l'histoire, elle gâche tout. Si vous vouliez une présence féminine, fallait un autre perso et une actrice avec des traits correspondant à son âge. Moi franchement ça me dérange pas d'avoir des vieux à l'écran, au contraire je trouve que ça donne plusieurs générations à l'image, donc c'est très représentatif de la réalité et donc c'est bien. Lui est présenté comme limite le fils de Maximus, alors que je rappelle que ce n'était pas le cas, donc on aurait pu prendre n'importe qui en fait comme une gladiatrice femme, pourquoi pas, car toi ça se sent que tu as été mis là pour le quota féminin et non pour ton utilité. Je vais baisser un peu le volume parce que c'est... En fait, elle me saoulait déjà dans le 1, et là, elle m'a saoulé, en fait. Dans le 2 aussi, elle m'a saoulé. Et pour info, oui, il y avait des gladiatrices femmes à l'époque, donc ça n'aurait posé aucun problème pour que ce soit accurate historiquement qu'on ait une gladiatrice femme. En tout cas, moi, j'aurais préféré que lui, il dégage. Tout comme le baiser homosexuel qui a été supprimé. Ça, c'est dommage, je trouve. Ça aurait bien collé à l'ambiance et au personnage de Denzel, qui, lui, il gère vraiment tout le monde en mode facile. Hé hé, ça te dit de tuer ton frérot ? Littéralement 1 minute et 10 secondes plus tard,
Le coup d'état de Denzel est tellement rapide, c'est trop dommage en fait. Ça oui, bon je fais beaucoup de comparaisons avec le 1, mais dans le 1 aussi il y avait un coup d'état, mais ça mettait du temps quand même à se faire, il y avait des discussions, chacun comme ça montait le coup d'état pour que ça se fasse. Ça se faisait pas en 1 minute 10. Bref, façon la musique, pareil, il se passe enfin quelque chose à ce moment-là. Bon, je m'attendais à ressentir, tu vois, toute la puissance de la musique comme dans le 1, et en fait, elle ressort uniquement lorsqu'il y a des clins d'œil au 1, et on reprend exactement les mêmes partitions. Comme ici, un des rares moments où ça pointe un peu le côté épique, et j'ai aimé, mais c'est trop court. En fait, t'as plein de trucs, genre vraiment très bien dans ce film, mais qui sont hyper courts, et du coup, le ratio bien pas bien, il a du mal à monter du côté bien. Et bon là, on passe direct à la fin, le combat avec Denzel, qui reste ultra court. Puis il y a le discours de Lucius qui est mal filmé, mal joué, mal monté, parce que franchement, explique-moi pourquoi on insiste sur ce plan ici alors que Lucius parle. Pourquoi est-ce que la grande majorité des plans sont sur les PNJ et non sur notre héros ? Comme si le réal il avait capté à la fin de son film que son perso principal, il était un peu moyen. Non, filme plutôt les gardes, les PNJ qu'il y a autour, le décor, parce que notre perso principal... Et c'est pas moi qui bidouille au montage, hein, le discours est monté tel quel. Il y a quasiment aucun plan qui dure sur notre perso principal qui fait un discours. Quand même. Alors que je vous rappelle que là aussi dans le 1, on avait quand même un long plan de Maximus qui dit son texte. Ça manque d'ampleur tout ça, mais c'est aussi dû au réal qui a pas l'air aussi engagé que dans le 1. Tout ce final, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film, avec elle ici en otage, tout pareil. Il affronte aussi l'empereur devant tout le monde, là aussi pour soi-disant sauver Rome. Ça donne finalement l'impression d'avoir vu un remake et non une suite. Ah oui, elle meurt. Mini-orgasme. Et là pour le 3 ça va être quoi ? Parce que bon, ils ont quand même prévu de faire un 3 alors que le box-office c'était quand même pas ouf, hein, faut le dire, surtout pour une suite d'un des plus grands films de tous les temps. Mais je me demande vraiment ce que ça va être parce que bon, la Révolution n'a pas marché, donc il faut pour une 3e fois retourner dans le Colisée. Il y avait 1000 histoires à raconter, hein. Tu prends la série de Roland Emmerich que je vous conseille comme toujours, hein, eh bien, il y a plusieurs histoires autour des jeux, donc pourquoi ne pas avoir fait ça ? Il y a également cette impression qu'il manque une bonne demi-heure, donc please, faites une version longue. Je suis sûr qu'un bon film se cache derrière tout cet enchaînement de scènes trop rapides, parce que les scènes d'action sont vraiment cool. C'est beaucoup ça en ce moment je trouve, de vouloir faire des suites de grands films d'il y a 20 ans, alors qu'en fait ce ne sont que des remakes déguisés, hein, Star Wars 7 par exemple. C'est dommage, mais je m'y attendais un peu, et puis honnêtement, ça reste un péplum de qualité, hein, quand même, voilà. Au moins sur les scènes d'action. C'est ça aussi qui est bizarre, c'est que t'as l'impression qu'il y a eu énormément de coupes qui ont été faites, mais que tout ce qui est une scène d'action, c'est les seuls morceaux où ils ont pas voulu couper, et du coup, c'est les moments qui sont vraiment bien. Donc ouais, dans un sens, ça reste un péplum de qualité, parce que je pense qu'on aurait très pu vite tomber dans le nanar, hein, mais heureusement, c'est pas le cas. Pour finir, voici un morceau d'interview de Russell Crowe concernant la création du premier plan de Gladiator, et c'est super intéressant. Allez, bisous. I want you to see a small bird in the tree. Perhaps it makes you smile. The bird takes off, the bird will fly away, and I want you to watch its flight, and its flight brings you back to the battlefield and what's actually in front of you. Yeah. And he goes, and action. So I do that, and I'm pretty sure I did every single thing he asked, and I put little strokes of color on certain things, and then I brought the attention back to the battlefield, and he just came up to me and goes, "You and me are going to be fucking great together, mate." What was that, a test? I think it was. It was a test. It's a direction test. Just to see if you would comply. If I would listen, if I would do what he asked, and if I could accomplish that. À mon commandement. Force et honneur. Force et honneur. Force et honneur. Force et honneur.